Au cœur de la mêlée avec vous, bien sûr, les passionnés de rugby. On est ensemble jusqu'à 20h et à 21h, il y aura le match phare et le retour d'Antoine Dupont, Toulouse-Clermont. Suite de cette 6e journée dont on va parler dans cette émission. À la une également, dans Au cœur de la mêlée, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, qui est en campagne à une semaine du scrutin pour sa réélection. Il sera avec nous en direct dans quelques instants. Le tour de table de l'actualité rugby, bien sûr, et puis on reviendra sur le match du début d'après-midi entre le Racing et Toulon avec notre invité Patrick Serrière. On est ensemble, bien sûr, vous êtes avec nous, le 0826 300 301. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir François, salut à tous. Salut Alexandre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, ça fait un sacré moment, ça fait 5-6 minutes à peu près. Salut à tous. On est content bien sûr d'être avec toi. Quentin Cabanis est là également. Et puis Johan Huget qui est là. On rappelle peut-être pour ceux qui nous rejoignent, Alexandre, les résultats de cette 6e journée. Les résultats du top 14. On n'a pas vu beaucoup d'essais dans l'ordre du premier match, mais on en a vu beaucoup dans le multi. Ah oui, on en a eu beaucoup plus effectivement, avec en tout début de journée, donc comme tu le disais, ce match entre le Racing 92 et Toulon, 22-6, il y avait 0-0 à la mi-temps. Ensuite, il y a eu 33-26 entre Pau et le Castres Olympique, 37-7 pour Bayonne face à La Rochelle avec le bonus offensif. Le succès de Montpellier difficile face à Vannes, 26-24, et puis l'Union Bordeaux-Bègles qui a marqué 66 points face à Perpignan. 10 essais inscrits. En attendant, ce soir, Toulouse, Clermont et demain, Lyon, Stade Français Paris. Voilà pour ces résultats et bien sûr nous en parlerons avec vous et avec toute l'équipe. Johan Huget est là. Bonsoir Johan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tu m'as dit, Quentin, j'ai pas entendu. Eh ben ouais, on l'a fait déjà. Allez, on est parti pour une petite pause. Le décor est planté, bien sûr, et on se retrouve dans un instant pour parler de la future élection. Ça sera dans une semaine, le scrutin pour la présidence de la Fédération française de rugby. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 8 ans en France, à partir de 12 240 €, est à découvrir pendant les jours essentiels du 10 au 14 octobre. Prix constructeur conseillé pour Dacia Sandero Essential SCE 65.9 hors option. Source 3A Data au 1er août 2024. Conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Narbonne. 104.7. Sud Radio. Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son premier lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie, Google intégré et assemblé à Douai. Renault 5 e-Tech 100% électrique avec borne de recharge offerte et maintenant disponible à l'essai. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Borne de 990 € hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Votre peau est sèche ou rugueuse? Découvrez l'émollient Urea Repair Plus à 10% d'urée. La solution hydratation du corps des laboratoires dermatologiques Eucérine. Grâce à sa formule unique, avec une haute concentration en urée, il hydrate et apaise les sensations de tiraillement. Résultat, 92% d'hydratation en plus. Émollient Urea Repair Plus 10% d'urée, disponible en pharmacie et parapharmacie. Seulement par Eucérine. Mesure instrumentale, pourcentage d'amélioration après 2 semaines d'application régulière, 43 participants. À tous ceux qui ne savent pas comment le dire sans être méchant. Tu sais Arthur, faut que quelqu'un te le dise. C'est pas contre toi, c'est juste que parfois le matin, là, c'est... Oh, m'en laisse tomber. T'es parfait comme ça Arthur. En tout cas Arthur, sachez que chez Intermarché, on offre 90% en avantage carte sur le lot de 8 brossettes de rechange Oral-B Cross Action, soit 2,98 € avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 octobre, 29,80 € prix payé, modalité sur intermarché.com. Bonjour, c'est Cécile de Manibus. J'ai un message important pour vous de l'Institut Pasteur. Leurs chercheurs ont besoin de vous pour vaincre les maladies infectieuses, les cancers, la maladie d'Alzheimer. Avec Sud Radio, plus de 15 radios se mobilisent à leur côté. La recherche nous concerne tous. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo? Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère. Oui, enfin là aussi tu galères sur ton ballon sauteur. Pas du tout. Avec Bonus Répar, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur iréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture. Bonus Répar, c'est tout bonus. Bonus Répar est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Dans une semaine, l'élection à la présidence de la Fédération française de rugby. Florian Grill, le président sortant, sera opposé à Didier Codorniou. Voilà, les deux hommes ont fait campagne. Nous avons tendu le micro à Didier Codorniou lundi dernier dans les vraies voix du rugby. Place donc à Florian Grill. Voilà, une forme de parité, c'est tout à fait normal. Et puis c'est aussi une façon d'éclairer quand même nos auditeurs sur les différentes prises de position pour en parler. Autour de la table, bien sûr, l'équipe Sud Radio, voilà, Johan Huget qui est là, Philippe Spanghero, bien sûr, et puis les journalistes de notre équipe. Il y a Alexandre Priam, il y a Quentin Cabanis, il y a Antoine Mazer. Bref, tout le monde est là et vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Florian Grill est avec nous. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. On va essayer d'avoir une forme de symétrie de questions par rapport à ce qu'on a posé à Didier Codorniou, votre opposant, lundi dernier. Et on était, disons, dans un début de question qui était assez simple. Quelles sont les 2-3 mesures assez simples que vous pourriez décrire aux auditeurs, voilà, sans rentrer dans peut-être des mesures très techniques, pour qu'on puisse comprendre quelle est votre ambition pour ce futur mandat de 25 à 28. Il y a une priorité pour le rugby français, c'est de relancer le nombre de licenciés. On est le 2e sport en France dans les médias, on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Et on a besoin de relancer le rugby dans les villages et les villes moyennes. Donc c'est ça vraiment là. S'il y a une priorité, c'est celle-là. Ça, on va dire, on comprend le constat. Didier Codorniou en parlait également. Comment le relancer et comment ça s'explique? D'abord, il y a beaucoup de formes de rugby qui se développent, le rugby à 5, le rugby féminin, le baby rugby. Mais pourquoi le rugby à 15, selon vous? Après, en plus, vous êtes un élu de club et de ligue régionale depuis très longtemps. Pourquoi l'assise du rugby, on va dire, s'étiole? On a un joyau qui est le rugby à 15, on a un deuxième moteur qui est le rugby à 7, qui a fait des audiences absolument formidables. Mais la vérité, c'est qu'on a des installations qui ne sont pas au niveau. Nous, on a fait un plan Marshall sur les installations qui a concrètement permis au club de récupérer 20 millions d'euros là, en 15 mois. Voilà, il faut investir. Le rugby des villages et des villes moyennes, c'est un peu désagrégé parce qu'on a un peu trop financiarisé le rugby. Et finalement, on est en train de concentrer le rugby uniquement dans les grandes agglomérations, alors que 50% des joueurs de l'équipe de France, de nos 14 équipes de France, viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants. On a besoin de réinvestir dans le monde scolaire. Le monde scolaire, il y a 35 000 écoles en France. Là, on a mis 35 000 ballons dans les 35 000 écoles de France parce qu'il y a les 30 minutes d'activité physique quotidienne et qu'il n'y avait pas de ballon de rugby, donc ils y seront à la rentrée. On a besoin de rassurer les parents sur le rugby et nous on plaide notamment au niveau de World Rugby pour l'abaissement de la ligne de plaquage pour qu'il y ait moins de commotion. Enfin, il y a des milliers de choses à faire pour relancer le rugby. Puis la valorisation des clubs formateurs, les clubs qui investissent sur l'école de rugby, les cadets, les juniors, et pas forcément le club champignon qui met tout sur la première. Justement, on parle de finances et de centralisation très un peu parisienne du rugby dans la période actuelle sur ces dernières années. Florian Grill, je lisais vos prises de position, que ce soit Codorniou ou vous, sur l'état financier de la Fédération française de rugby. Vous avez une lecture diamétralement opposée de ce qu'a estimé le diagnostic de KPMG, qui a fait donc un diagnostic financier sur la Fédération française de rugby
rugby, et vous adoptez une position assez alarmiste. Il faut absolument réagir, c'est ce que vous disiez, Florian Grill. Il faut absolument réagir pour... Non ? Elle n'est pas alarmiste, je pense que Non, elle n'est pas alarmiste, elle dit la vérité. Dire la vérité, vous savez, quand on est malade, il faut faire le diagnostic et on peut se guérir qu'à partir du moment où on a fait le bon diagnostic. Les chiffres de KPMG sont extrêmement clairs. Il y a 29 millions d'euros de fonds propres et pas 50 ou 100 millions, comme j'ai pu entendre le dire, à juin 2024. Voilà. Et puis, il y a une trésorerie qui n'est abondante qu'en apparence, puisqu'il y a 69 millions d'euros de trésorerie, mais sur cette trésorerie, il y a 49 millions qui relèvent du fonds d'assurance pour les grands blessés. Donc qui finalement sont l'argent des licenciés. Il nous reste que 20 millions. Et quand on a perdu 19 millions d'euros à la Coupe du Monde, on comprend qu'il y a un problème devant nous. Donc il faut dire la vérité au club. C'est l'austérité qu'il faut ? Non, c'est pas forcément de l'austérité, parce que nous, je vous dis qu'on veut redresser la fédération en 3 ans, sans impacter les clubs, sans faire de l'impôt. C'est un peu la mode en ce moment. Sans faire de grands plans sociaux à la Fédé, parce qu'on n'est pas non plus une entreprise, mais sans forcément remplacer tous les départs. Et puis on a réussi en 15 mois à apporter 20 millions au club dans le cadre du plan Marshall sur les installations. En ne misant que 5 millions, on a réussi à en fabriquer 20 grâce à l'aide de l'ANS et grâce à l'aide des collectivités. Et puis on a réussi aussi, grâce à la Fédération à mission, à trouver des sous pour les clubs qui investissent dans des projets citoyens par les entreprises, cette fois-ci pour la féminisation, pour l'action dans les quartiers prioritaires de la ville, pour l'action dans les zones rurales. Voilà, quand on n'a pas d'argent, on a des idées et on réussit à faire une campagne qui développe le rugby sans pour autant faire une campagne d'austérité. Est-ce que sur ce thème-là de la mission, en fait, ça c'est un de vos chevaux de bataille, Florian Grill. Qu'est-ce que ça induit, et est-ce que la mission ne fait pas partie de, on va dire, des prérogatives d'un club associatif ? Si. Le fait est que tous les clubs sont déjà quelque part des clubs à mission, rien que le lien social qu'ils créent. Moi, je pense que s'il y avait plus de rugby dans la société se porterait mieux. On est un des rares endroits où on mélange des gens de toutes les générations, de toutes les classes sociales et où les gens se parlent. Donc c'est quand même extrêmement important. Après, si on veut attirer des nouveaux revenus et des revenus qui sont notamment liés au mécénat, on peut, autour de sujets qui mobilisent les entreprises, comme le rugby santé, le rugby adapté, l'action dans les quartiers prioritaires de la ville, et l'action dans les zones rurales, l'action pour l'emploi, on a là des leviers pour trouver des revenus supplémentaires qui permettent d'irriguer, sans impacter les comptes de la Fédé, d'irriguer les clubs, d'irriguer les ligues régionales, d'irriguer nos comités départementaux, qui ont besoin de ressources additionnelles, et on les trouve autour de ce que j'appelle la fédération à mission. Très prosaïquement, très concrètement, c'est trouver des sous pour les clubs qui font du bien au rugby, parce qu'ils investissent soit dans des actions citoyennes, soit dans de l'éducation sportive par la base. Quand vous construisez une maison, il vaut mieux faire les murs avant de faire le toit. Et les murs, c'est l'école de rugby, les cadets, les juniors, voilà, tous les cadettes, tout ce qui fait qu'on fait tourner un club et qu'on peut permettre de le faire grandir dignement. Justement, pour rebondir là-dessus, on parle, je me mets à la place d'un petit club d'un département de France et qui entend dans votre discours, Florian Grill, que, eh bien, et je peux le comprendre, qu'il y a un vrai souci financier à la Fédération française de rugby, mais en même temps, quand il lit le journal L'Équipe qui a fait un article assez détaillé là-dessus, il voit que la masse salariale du 15 de France masculin est passée de 6 à 12 millions. Il voit aussi, eh bien, que le GIE, donc le groupement d'intérêt économique de la Coupe du Monde, va coûter 19 millions, il y a 19 millions de pertes, et en même temps qu'il y a le Coq Sportif qui va coûter pour l'instant il y a une créance de 5,3 millions. Mais lui, le club local, est-ce que ça le concerne tout ça ? Est-ce qu'il se sent concerné par ce débat financier que pour l'instant sur lequel vous êtes opposés, Codorniou et vous ? Non, mais il n'y a pas de débat. Enfin, pardon, encore une fois, les chiffres sont les chiffres sont têtus et ils sont confirmés par le diagnostic fait par KPMG, qui a un cabinet de classe mondiale et internationale. Donc arrêtons ce débat qui n'en est pas un. Je pense qu'il faut dire la vérité au club. Après, oui, ça c'est le problème de la Fédé. Moi j'ai dit qu'on allait redresser les comptes de la Fédé sans impacter les clubs. Mais par contre, comme on n'a pas d'argent à la fédération, on va chercher de l'argent par d'autres moyens. Et les moyens, je vous les ai décrits, c'est ceux du mécénat, c'est ceux de la fédération à mission qui n'ont pas d'impact sur les clubs. Aujourd'hui, on signe un partenariat avec un équipementier qui est Adidas, qui nous a donné 5 millions pour être partenaire de la Fédé, partenaire équipementier. On ne signe plus un partenariat sans rajouter un volet mécénat. Et Adidas, aujourd'hui, nous a donné 2 millions pour doter tous les clubs de rugby qui ont des équipes cadettes ou seniors féminines
Et donc, ils ont une équipe qui a une équipe cadette et 2 équipes seniors à 6 000 € de dotation en matériel Adidas. Donc voilà, on trouve des solutions. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Et donc nous, on a trouvé des solutions pour aider les clubs qui font du bien au rugby, qui misent sur l'action citoyenne, la féminisation, les quartiers, enfin tout ce que je vous mentionne là, et on réussit à trouver des solutions pour aider les clubs malgré les problèmes financiers de la Fédé. Vous pointez du doigt souvent le doublement de la masse salariale du 15 de France, ou en tout cas des équipes d'élite, mais c'est aussi ça qui explique peut-être... Non, mais enfin en tout cas... Non, j'ai pas pointé du doigt l'augmentation de la masse salariale des équipes de France. Par contre, on a considérablement réduit le coût de fonctionnement des équipes de France. On peut dégrader d'une étoile l'hôtellerie sans pour autant dégrader la performance sportive. On peut réserver les avions par anticipation. Il y a 14 équipes de France. Voilà, on peut, comme le fait n'importe quel foyer, comme le fait un patron de PME que je suis, on peut être centimier, mais on n'a absolument rien coupé dans les coûts de fonctionnement et la masse salariale des équipes de France. Elles ont considérablement augmenté, mais bon, c'est peut-être le prix de la performance, donc j'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, dans les coûts de fonctionnement, il y a des économies à faire, ça c'est une certitude. Oui, mais ça allait être la suite de ma question. Est-ce que ça veut dire que vous attaquez pas entre guillemets à la constitution des staffs, c'est plutôt les coûts les coûts logistiques ou de fonctionnement, enfin en tout cas, mais pas la structuration des staffs. Non, oui, exactement. Et puis, il y avait 400 personnes qui étaient membres de commissions, de groupes de travail à la Fédé. On a divisé par 4. On a réduit à 80 personnes, un peu moins de 100 personnes. Alors, ça fait des économies en plus. On a supprimé des invitations. On a gagné 2,7 millions de plus en billetterie. On a supprimé les cartes bleues pour tous les élus. Mine de rien, ça fait des économies. Enfin, vous savez, moi, je suis un patron de PME. Donc, je gère la Fédération française de rugby en étant centimier, comme il faut le faire pour... n'importe quelle entreprise, n'importe quelle PME. Il faut faire attention, il ne faut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et je pense que le rugby a besoin d'en passer par là aussi, parce que c'est la solution nécessaire pour ne pas impacter le budget des clubs. Philippe Spanghero avec Florian Grill. Dans les sujets d'actualité qui vous opposent particulièrement avec Diego Dornu, il y a aussi les sujets liés à l'assurance. GMF était un partenaire historique de la fédération qui s'est retiré, qui a été remplacé. Donc le discours de l'opposition, c'est de dire d'abord qu'il y a une perte de plusieurs millions d'euros en partenariat et que les clubs et les bénévoles ont perdu beaucoup dans ce nouveau deal. Quelle est votre position par rapport à ça ? Ouais, c'est pas parce qu'on répète plusieurs fois une chose avec insistance. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas pu faire de débat. Je l'avais proposé à Didier Codorniou, mais on a plutôt envoyé des missives plutôt que d'accepter de débattre. Moi, je préfère parler face à face aux gens plutôt que par courrier ou missive interposée. Non, mais pour l'assurance, je suis très fier de l'assurance. On a réussi à retrouver une assurance pour le rugby français sans aucune augmentation, alors que le dernier contrat d'assurance datait d'il y a 4 ans, que toutes les fédérations voient les coûts d'assurance augmenter d'à peu près 25%. Donc ça, c'est une vraie chance. Et en plus, on a réussi à ce que la totalité des bénévoles de France, ils sont 60 000, bénéficient de la responsabilité civile gratuite de la Fédération française de rugby, alors qu'avant, il n'y en avait que 12 000 qui en bénéficiaient. Donc c'est une vraie amélioration. Et s'agissant des partenariats, GMF est plus partenaire, c'était son choix. C'est l'historique d'une nouvelle grille de partenariat où on est passé de 5 partenaires majeurs à 3 partenaires majeurs. Ils ont pas voulu être dans les 3 partenaires majeurs, mais on les a remplacés par d'autres partenaires. Et le budget partenariat, il est atteint, il est même dépassé par rapport à ce qui était au budget. Donc on a remplacé GMF, même si on aurait préféré que GMF reste, bien sûr. Mais donc la perte de GMF, pour finir, n'a pas eu d'impact financier sur le montant global du partenariat ? Aucun. Les objectifs de partenariat et le budget partenariat, il est même dépassé. Donc c'est ce qui est dit est malheureusement faux. Et là aussi, il faut accepter un devoir de vérité et dire la vérité au club et pas essayer d'inventer des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Florian Grill, parmi les pistes pour aller chercher de l'argent pour la Fédération française de rugby, évidemment, il y a toujours l'exploitation du Stade de France lors des jours de match. Est-ce que c'est un sujet, le Stade de France? Est-ce qu'il rapporte assez d'argent aujourd'hui? Ou est-ce que vous regardez les autres fédérations qui sont propriétaires de leur stade, comme la fédération anglaise par exemple, avec un petit peu de jalousie aujourd'hui? Oui, on les regarde avec jalousie parce que c'est une évidence. On est la seule grande fédération qui n'est pas propriétaire de son outil de production. On sait qu'au Stade de France, on génère directement 40% des revenus du Stade de France et même 50% si je regarde les revenus indirects, parce que la raison numéro 1 pour laquelle les entreprises prennent des loges au Stade de France, c'est le rugby. Donc il y a un vrai intérêt pour ce qu'on appelle les hospitalités au rugby. Et donc on est en négociation. Il y a 2 concessionnaires, JL Events et le consortium Bouygues Vinci,
qui voudraient nous faire re-signer un contrat sur 30 ans. On discute avec eux parce qu'on leur fait savoir que le rugby a de l'ambition et que le rugby contribue beaucoup au revenu du Stade de France et qu'il faut que donc les recettes pour la Fédération française de rugby soient plus élevées. C'est un des éléments du plan de redressement de la Fédération française de rugby. J'avais une autre question, Florian Grill, sur un tout autre sujet. On sait qu'il va y avoir une charte réactualisée du joueur du 15 de France. On sait que Jean-Marc Lermet travaille dessus. Il était notre invité il y a une semaine, et avec notamment une charte renforcée sur la consommation d'alcool. Jean-Marc Lermet expliquait que c'était quand même le cœur du problème. Mais comment on va faire respecter cette charte? Parce que on a vu dans le journal de l'équipe parler de verres, de nombre de verres maximum seulement en cas de victoire ou dans un cadre très défini. Si cette charte a lieu et dès la prochaine tournée là dans quelques jours, comment elle va se mettre en place? Est-ce qu'on a déjà un petit peu des contours un peu concrets, Florian Grill? Oui, enfin d'abord, première chose, on va placer ça dans ce qu'on va appeler un plan de performance renforcée du rugby français, parce que tout le monde comprend très bien que l'hygiène de vie fait partie de la performance et qu'on ne peut pas espérer être champion du monde si on fait des 4e et des 5e mi-temps. Donc voilà. Il va y avoir effectivement un cahier des charges très renforcé. Il y a bien sûr la sensibilisation, la formation, mais il y aura aussi, et ce qui n'a jamais été le cas depuis 40 ans au rugby, un principe avec des sanctions qui peuvent être financières et puis qui peuvent être aussi des sanctions sportives avec exclusion temporaire ou définitive de l'équipe de France. Et Fabien Galtier est très mobilisé sur le sujet avec Jean-Marc Lermet qui est effectivement mon bras droit sur le haut niveau. Il va poser la question de confiance aux joueurs, mais aussi aux membres du staff en leur disant voilà, il y a des nouvelles règles pour être en équipe de France qui supposent de respecter les 360 000 licenciés, les 60 000 bénévoles, qui expliquent aussi aux parents qui mettent leurs enfants dans les écoles de rugby qu'on leur apprend comme valeur numéro 1 le respect. Et puis aussi de respecter tous nos partenaires qui associent leur image, qui permettent de payer les joueurs des équipes de France. Et donc voilà, c'est une chance d'être en équipe de France, mais ça donne des devoirs et des responsabilités. Et donc il est normal que tout ça s'accompagne de règles du jeu qui seront considérablement resserrées et de la question de confiance qui sera posée par Fabien à chacun, joueur et staff. Est-ce que vous êtes confiant, Florian Grill, pour terminer pour ce vote? Parce que voilà, Midi Olympique fait une projection et vous donne gagnant. Didier Codorniou nous affirmait à ce micro qu'il était, il se sentait bien, ou en tout cas après avoir interrogé 1500 clubs. Comment vous appréhendez ce vote qui sera samedi prochain, vote électronique, on le rappelle, hein? Ouais, vote électronique est allé sur 2 jours. Bon, écoutez, moi, je fais plus confiance à un sondage de tiers, de quelqu'un qui est neutre, qui est Midi Olympique, au sondage interne de mon concurrent. Donc voilà. Mais après, j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis très concentré avec mes équipes. On a fait un Tour de France exceptionnel à la rencontre des clubs, à la rencontre des bénévoles. J'avais pas attendu la campagne d'ailleurs pour faire le Tour de France. Hein. Je suis sur le terrain tous les week-ends depuis 7 ans. Quand j'ai été élu président, j'ai continué à aller sur le terrain. La priorité numéro 1, c'est de relancer le rugby de la base, de faire cette fédération à mission, de peser à l'international parce qu'on a reculé à l'international et de faire briller nos 14 équipes de France. Bon, je note qu'on a enchanté le rugby avec un titre de champion olympique, un titre de champion du monde, une première médaille d'or depuis 19 ans à Los Angeles. Bon, voilà, je pense qu'on a des arguments et j'espère qu'on va gagner non seulement la Fédération française de rugby, mais aussi les ligues régionales. Et le coup formidable, ça serait gagner World Rugby. Eh bien, on vous remercie, Florian Grill, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, le vote, donc, vendredi et le résultat samedi? C'est ça, samedi midi. D'accord, eh bien on suivra ça et on en parlera bien sûr sur l'antenne dès samedi 14h30 quand nous ouvrons l'antenne autour des matchs du top 14. Merci Florian Grill d'avoir été avec nous, président de la Fédération française de rugby. Vous étiez dans un club là aujourd'hui? Vous étiez autour d'un terrain? J'étais à Suresnes pour le match Suresnes-Chambéry en national. Là, on est en plein milieu de la deuxième mi-temps, vous entendez un peu de bruit derrière moi. Là, un point score peut-être, Florian, si vous avez pu... Alors non, voilà, du coup je me suis mis un peu à l'écart. Je me suis mis un peu à l'écart, donc je peux pas revoir le score. Il y avait 13-3 à la mi-temps, mais je peux pas vous dire. C'est déjà pas mal. Voilà, 13-3 pour Suresnes face à Chambéry. Voilà, sur Sud Radio, on parle de tous les rugby. Merci Florian, à très bientôt en tout cas sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour la suite d'Au cœur de la mêlée. On est ensemble jusqu'à 20h bien sûr, et le prochain match ce sera Toulouse-Clermont à partir de 21h05. À tout de suite. Au cœur de la mêlée, François Trio.
Avec vous les passionnés de rugby 0826 300 au cœur de la mêlée. Voilà, on a eu l'éclairage de Florian Grill. On va bien sûr passer au tour de table de l'actualité. 19h30, 31 sur l'antenne de Sud Radio. Et je me tourne vers Yohann Huget. Est-ce qu'il y a un résultat peut-être du multiplex ou une info de cette semaine ou de ce week-end qui a retenu ton attention ? Effectivement, vous avez raison François. Non, la signature de Georges-Henri Colombe au Stade Toulousain, ça envoie un message fort. Pilier de La Rochelle, pilier droit, pilier international. Espoir du rugby français, jeune, et voilà, il quitte La Rochelle qui est quand même un gros club pour aller au Stade Toulousain. C'est des questionnements sur le management peut-être de La Rochelle pour ne pas avoir fait l'effort de garder un Français. Ah ça, ils n'ont pas fait l'effort du tout. Ouais, donc peut-être qu'ils voulaient pas le garder aussi. Hein. Ah, ils voulaient pas le garder. Alors attention, à n'importe quel prix, c'est surtout la question du prix, mais de ce qu'on sait. Mais enfin, Toulouse n'est pas réputé pour payer le mieux. Pour payer, non, bien sûr. Le plus cher. Mais en gros, il demandait une augmentation de salaire, ce qui est, je pense, assez normal par rapport au moment où il arrivait à La Rochelle. Mais La Rochelle n'était pas enclin à s'aligner dessus, et parce que ils sont un peu refroidis par des soucis de professionnalisme, des arrivées en retard à l'entraînement, des protocoles de nutrition qui sont pas suivis, des choses comme ça, qui ont un petit peu échaudé La Rochelle. Et tout simplement, je pense qu'à Toulouse, enfin, Yohann, tu me coupes si je me trompe, mais je pense qu'on lui promet pas une position de numéro 1, mais il peut aller la chercher. Ce qui est peut-être pas le cas à La Rochelle. Il peut aller la chercher, déjà en termes de visibilité pour lui, de jouer à Toulouse, c'est quand même positif. Et s'il respecte le cadre, et s'il respecte l'institution, il pourra aller chercher une place de titulaire, mais à Toulouse, personne en gros est titulaire. On le voit bien, il y a tout le monde qui tourne. Et surtout en pilier aujourd'hui, tu peux jouer la première mi-temps, tu sors à la 50e, ça veut pas dire que tu es moins important. C'est une histoire de stratégie, donc il va falloir si c'est ces problèmes-là, il va falloir qu'il respecte l'institution, parce que sinon il peut faire Tu peux le dire maintenant, Yohann, si tu avais su qu'on jouait que 50 minutes, tu aurais peut-être choisi pilier. Quand t'étais jeune. J'aurais mangé un peu plus. Mais en tout cas, non. Jamais j'aurais pu jouer pilier parce que c'est pas du tout le même rugby et pas du tout les mêmes entraînements. Nous, on s'entraîne 30 à 40 minutes et on les voit faire des mêlées. Oh, j'avais envie de mourir quand je les voyais les pauvres dans la boule. Hein. Nous, on était tout propre, on rentrait, on était frais. Le col relevé, bien sûr. Il n'y a plus de col aujourd'hui, François. Ouais, mais bon, enfin, je veux dire, même t'en mets un quand même, tu vois, même s'il est virtuel. Philippe Spanghero, est-ce que ça dit pas surtout quand même l'hyper-attractivité du Stade Toulousain et qui peut comme ça assécher entre guillemets le marché, ou qui peut aujourd'hui faire venir qui il veut. Non, bien sûr, mais en attirant, parce que même en sous-payant. Oui. Ouais, mais on l'a vu par exemple le cas d'Alexandre Roumat, qui est venu là et qui a pris une dimension encore, qui connaît l'équipe de France avec le Stade Toulousain. Ça peut être ça aussi pour Georges-Henri Colombe. Certainement. Alors Alexandre Roumat, c'est encore différent. Pour moi, c'est le joueur pour ce club, typiquement. Après, mais tu le voyais comme ça déjà, Philippe? Tu pensais qu'il allait réussir à Toulouse? Ah oui, j'en avais parlé avec son père avant qu'il arrive, quand les discussions étaient quasiment finalisées. J'étais sûr. Pour moi, c'était un profil à la Jean Bouillou. Il y avait le Stade Toulousain était le projet de jeu qui lui permettait, pour moi, d'exprimer tout son potentiel au mieux. Alors c'est facile de le dire maintenant, mais j'ai pour preuve la discussion que j'ai eu avec son père avant. Mais Georges-Henri Colombe, il y a des profils qui sont un peu différents. Et de toute façon, c'est vrai que la dynamique du Stade Toulousain collective fait qu'individuellement, a priori, tu te bonifies. Mais le signal envoyé, en effet, il est fort, parce que c'est vrai qu'on a parlé des problématiques en conquête, notamment mêlée du Stade Toulousain ces derniers matchs, du fait que peut-être c'était en première ligne que cette équipe était la plus faible, quand on voit la profondeur de banc qu'il y a sur toutes les autres lignes. Et tout de suite, ils envoient un message dans les jours qui suivent avec cette capacité d'attraction d'un des plus gros potentiels au poste. Donc bien sûr que c'est un message fort, et que le Stade Toulousain, dès qu'il se positionne sur un joueur, c'est compliqué, parce que la dimension financière, contrairement à tous les clubs qui se bagarrent entre eux, elle joue moins. Le pouvoir d'attraction du stade, il est vraiment pas lié qu'à la dimension financière, et c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, comme le disait Alex, concernant ce joueur en particulier, il y a aussi le contexte, il y a aussi le fait que visiblement il re-signe Winnie Atonio très cher. Donc il y a aussi des enjeux d'équilibre de masse salariale, de salary cap, et donc et il y a des arbitrages à prendre. Replace Sclavi à droite aussi pour la saison prochaine, s'il reste.
Ouais, mais t'envoies un message, enfin, tu vois, le message qu'ils envoient aux jeunes espoirs, Georges-Henri Colombe, il est pas forcément bon parce que tu re-signes Winnie Antonio qui est sur une fin de carrière. Et derrière, tu veux pas faire évoluer, ou peut-être qu'ils auront démissionné, mais moi je trouve dommage pour La Rochelle de le laisser partir. Ouais, non, mais moi, c'est dans ce sens-là que c'est quand même Georges-Henri Colombe. Il est devenu international. Bien sûr. Avec La Rochelle. Il est, on va dire, on l'attendait comme le successeur d'Antonio dans ce pack de gros tonnage de La Rochelle. Et il choisit Toulouse. Quand Roumat ou quand Barassi choisit le Stade Toulousain, il y va parce qu'il a un profil. Ils y vont parce qu'ils ont un profil de jeu. Ils y vont pour jouer. Nous l'avait dit d'ailleurs Barassi sur notre antenne. Mais là, c'est assez rare. Et je trouve que c'est un peu l'hyper attractivité aujourd'hui. On a l'impression que dès que Toulouse veut un joueur, forcément, il l'aimante. Après, est-ce que c'est pas le poste le plus ouvert à la concurrence à Toulouse, quoi? Pilier droit. Alors, certainement si, mais pour rebondir sur ce que disait François, on compare avec d'autres joueurs qui étaient dans des clubs, à ce moment-là, moins ambitieux, qui offraient pas des garanties de titre. Georges-Henri Colombe, il est dans un club dans lequel il a gagné des trophées prestigieux. Donc un club qui joue les premiers rôles, ça c'est assez rare quand même, d'un joueur en pleine force de l'âge, avec une promesse de carrière internationale a priori, qui quitte un club très ambitieux pour le Stade Toulousain. C'est vrai que c'est moins fréquent. Ouais, c'est en tout cas ça pose question, sera à surveiller. Mais ça envoie un message aussi au groupe. Hein. Oui, mais à l'intérieur du groupe, ça envoie un message. Tout à donc fait. Ça relance aussi. La concurrence sportive. Aldeguerri, Mercler, ils ont reçu le texto. Exactement. Donc je pense qu'on va avoir une réponse sur le terrain dès ce soir pour ces garçons-là. Ouais, l'autre tour de table de l'actualité pour Philippe Spanghero, qu'est-ce que tu retiens, toi ? Alors moi je retiens les informations de World Rugby et puis la décision à venir mi-novembre définitive de ce nouveau carton rouge de 20 minutes. C'est honnêtement un débat pour moi très philosophique, on en a parlé un peu hier soir dans l'émission, parce qu'en fait pour moi le carton rouge c'est une sanction collective due à une faute individuelle. Et donc je pense que là quelque part on revient à une sanction uniquement individuelle. C'est-à-dire que le joueur qui prendra potentiellement ce carton rouge, lui, ne pourra pas revenir sur le terrain, mais l'équipe ne sera sanctionnée que 20 minutes. Et donc, pour moi, il y a plusieurs risques à ça. D'abord, on a un enjeu majeur dans le rugby actuellement, c'est la sécurité. Et donc, si les joueurs se sentent moins en danger et sentent qu'ils peuvent moins pénaliser l'équipe, peut-être qu'ils seront moins vigilants sur les attitudes au plaquage, sur les attitudes au déblayage dans les rucks, toutes ces actions sur lesquelles ont lieu les cartons rouges en priorité. Et puis derrière ça, la question de la philosophie sportive sur un match et de l'attitude des arbitres surtout, parce que peut-être que les arbitres du coup auront beaucoup moins de mal à mettre des cartons rouges, peut-être un peu trop rapidement, en sachant que finalement ils impactent peu l'équilibre des forces entre deux équipes. Voilà. Johan, réaction sur ce carton rouge de 20 minutes? Pour moi, il n'y a rien de logique. Oui. Carton rouge, tu ne rentres pas et tu te pénalises et tu pénalises ton équipe. C'est ancestral, que ce soit dans le foot, dans le rugby. Je comprends pas. Alors, on pénalise son équipe, mais il faut assumer les responsabilités. Alors, on a un carton jaune, et voilà, on est sur la sécurité du joueur. Et il faut aller dans ce sens-là. Surtout, enfin, moi je trouve surtout après l'expérience quand même de la Coupe du Monde de cet arbitrage-là, du bunker, qui était quand même une catastrophe. C'est-à-dire, sincèrement, ça déresponsabilise les arbitres. Et là, on va aussi déresponsabiliser les joueurs qui. Des aussi bons arbitres arbitrent aussi mal. Oui, c'est clair. Et moi, je trouve qu'on fait des usines à gaz de règlement, alors que le règlement existe et que il est clair. Depuis 150 ans. Et en plus, pour terminer, c'est vrai que si les cartons rouges qui arrivent surtout assez tôt dans le match déséquilibrent complètement les forces. C'est la jurisprudence Sam Cane finale de Coupe du Monde, quoi. Ouais, mais in fine, quand même, quand tu regardes au très haut niveau, on se rend compte que dans la majorité des cas, les cartons rouges, ils faussent pas complètement le jeu quand même. Donc, pour moi, il n'y a aucune logique à cette décision. Donc, on verra mi-novembre si elle est entérinée. Et j'ai bien peur que oui. Et je trouve que philosophiquement, elle pose un vrai problème.
Oui, c'est clair. Alexandre, un petit tour de l'actualité pour la route ? Oui, rapidement. Écoute, le Paris Football Club, vous êtes au courant, va être racheté, donc devrait être racheté par la famille Arnaud et par Red Bull. Donc, il va y avoir des ambitions très très élevées pour le deuxième club de foot à Paris. Et il y a cette idée-là de vouloir aller du côté de Jean Bouin. Jean Bouin qui est sous l'exploitation exclusive du Stade Français jusqu'en 2029. Alors, il y a des discussions qui vont s'engager entre le Paris FC et le Stade Français Paris, mais il y aurait, s'il y a accord, il y aurait des changements. Il y aurait plus de pelouse synthétique, par exemple. Ça, ce serait terminé. Il faudrait revenir à une pelouse hybride. Donc, ça change quand même un petit peu le quotidien d'un club de rugby. Et puis surtout, tu partages ton antre. Et ça, ce serait une nouveauté pour le Stade Français Paris qui avait déjà partagé Charletti et sur une période qui n'était pas forcément très reluisante au début des années 2010, mais là Jean Bouin pourrait devenir dès la saison 2025-2026, donc dès la prochaine, un stade qui appartiendrait, en tout cas qui serait exploité par deux clubs, l'un de foot, l'autre de rugby. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le Stade Français. Ouais, ça se fait beaucoup quand même ailleurs. Alors c'est parfois deux clubs de foot qui occupent le même stade. Exemple à Milan. Rome aussi. Il faut aussi accepter peut-être que le Paris FC, s'il grandit, parce qu'on imagine quand même que si la famille Arnaud reprend un stade de foot, c'est pour être ambitieux. Et peut-être qu'il faudra partager le Parc des Princes et puis voilà, et puis ça sera pas très grave. Le Paris Saint-Germain a envie de construire son stade ailleurs. Oui, mais est-ce que ça c'est sûr, mais là aujourd'hui Ferracci il peut pas dire on veut prendre le Parc des Princes parce que là il se fait tuer s'il dit ça. mais est-ce que ça vous dérange vous rugbystiquement qu'un stade appartienne aussi à un club de foot, soit aussi géré pour un club de foot à parts égales? Moi je me demande si c'est moi ça me dérange pour le rugby au-delà de la pelouse parce que tu sais que tu es toujours numéro 2. Voilà. Par exemple, le Stade Toulousain, aujourd'hui, même s'il ne partage pas officiellement son stade avec le TFC, on sait qu'ils sont à guichet fermé toute l'année, qu'ils ont besoin du stadium pour aller chercher des recettes supplémentaires sur tout un tas de matchs et qu'ils sont contraints parce que c'est le foot qui est toujours prioritaire, parce que les enjeux financiers sont pas les mêmes. Et donc, le risque à terme pour le Stade Français, c'est surtout celui-ci. C'est-à-dire que c'est la télé qui dirige d'un point de vue des horaires des matchs. Donc ça peut amener tout un tas de complexités, voire même à terme sur des doublons de calendrier. S'il y a un choix entre une équipe à délocaliser parce qu'ils jouent quasiment en même temps, ce sera toujours le Stade Français qui sera lésé demain. Le Stade Français à l'Arena pendant que le Racing joue à Créteil. À Duvauchel. Le Racing a failli venir à Jean-Bouin, tu sais, au lieu d'aller à Créteil, donc tout était possible. Voilà, mais je te le dis. Mais Toulouse partageait aussi avec notre club de rugby, rugby à 13, le Théo, et ça pose aucun problème parce que c'était pas du tout les mêmes créneaux de match, donc ni les mêmes périodes. Oui, voilà. Moi je comprends les réticences, et à la fois quand on est contribuable parisien, c'est mon cas. Ça me semble assez logique quand même de mutualiser et de trouver. Soyons quand même raisonnables. C'est un magnifique stade, Jean-Bouin, qui est dans la ville, qui a la bonne contenance. Et donc, si les deux équipes et les deux clubs peuvent s'entendre, je crois que ça serait une bonne chose. Voilà. Ou alors il faut encore rénover Charletti, mais là, ça peut peut-être coûter aussi cher aux contribuables parisiens. Dernier tour de table dernier petit tour de table. Moi j'en ai un. Je lève le doigt. C'est l'auto-tour de table. Tu te donnes la parole. Voilà, je me donne la parole. Et moi j'ai aimé la réaction de Pierre Mignoni cette semaine, donc qui s'était un petit peu emporté. On l'avait vu à Clermont contre Monsieur Marbeau, je crois l'arbitre du match Clermont-Toulon, et puis qui a décidé de s'auto-sanctionner en remontant dans la tribune avant même que de passer en commission discipline. Voilà, en disant j'ai surréagi, j'ai pas été Et je trouvais ça intelligent et j'ai pas de doute sur le rugby, mais parfois on entend beaucoup de choses et on a vu beaucoup de choses, mais je trouve que quand des entraîneurs ont ce type d'attitude, ça confirme que c'est quand même un sport un peu à part. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que tu en penses. Non, c'est très bien. Il a envoyé un très bon message. Il n'a pas attendu d'être entendu par la commission et de subir, on va dire, la sanction. Il a reconnu de lui-même qu'il est allé trop loin et il s'en est excusé publiquement et a pris des sanctions envers lui-même. Donc
Très beau message envoyé. Alors peut-être que s'il avait été au bord du terrain, on aurait vu un meilleur match, parce qu'il aurait pu peut-être violenter par la voix son équipe. On a vu Sandrine Agricole quand même donner de la voix au bord du terrain. D'ailleurs, c'est la première fois qu'une coach est au bord d'un terrain de top 14. Alors, c'est une première. elle est kiné dans le staff, elle est kiné dans la vie, mais elle a été ancienne joueuse de l'équipe de France et ancienne joueuse de Rennes. Et donc c'était effectivement une belle image. En tout cas, moi j'ai aimé cette image, même si on n'a pas peut-être vraiment apprécié le match du début d'après-midi, mais on va en reparler dans un instant, cette victoire du Racing qui leur fait du bien. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On est toujours au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio bien sûr. 21h05, Toulouse-Clermont. Petit tour à Toulouse pour un petit clin d'œil à Rémi Mességuet qui commentera ce match avec nous à 21h05. Salut Rémi. Ce soir, ça va être un match bien sûr qu'on attend tous, la réaction de Toulouse, mais surtout quand même le retour du vacancier, Antoine Dupont. Oui, François, bonsoir à toutes et à tous. Le retour d'Antoine Dupont, effectivement, et un autre retour à signaler côté toulousain, c'est celui de Juan Cruz Malia. Malgré tout, lui qui avait fait une grosse saison la saison passée. Tous les projecteurs sont effectivement sur Antoine Dupont ce soir. Il fait beau. Il fait un temps parfait pour jouer au rugby ce soir, en tout cas ici à Toulouse, pour ce match entre Toulouse et Clermont. Toulouse qui doit se rattraper après 2 défaites consécutives. Voilà, face à Clermont. Donc merci Rémi, bien sûr, cette 6e journée qui se poursuit, qui s'est ouverte en début d'après-midi avec la victoire du Racing face au RCT, le rugby club toulonnais, 22-6, un seul essai, un ballon porté, 0-0 à la mi-temps. Yoann, t'as vibré? On a vibré. C'est le cas de le dire, on a vibré face à ce match ou non-match. Mais en soi, le score est nul, certes, mais il y a eu quelques offensives parisiennes qui ont été mal abouties, avec beaucoup d'approximations à l'approche des lignes. La première mi-temps, il n'y a pas tout à jeter non plus. Bon, j'aime cet esprit, bien sûr, de Yoann, toujours positif. Mais c'est vrai, tu trouves pas, toi? Personnellement, j'ai trouvé le match inadmissible. Carrément. J'ai trouvé horrible. C'est intéressant. Justement, on reçoit Patrick Serrière, l'ancien directeur général du Racing, l'ancien capitaine quand même du Racing, champion de France à 90. Salut Patrick. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Est-ce que tu trouves ça, on va dire, plein d'espoir comme Yoann ou plutôt inadmissible comme Alexandre? Je parle pas du Racing, je parle du match. Ouais, inadmissible, c'est un peu sévère, mais c'est vrai que 0-0 à la mi-temps, c'est quand même triste, quoi. Donc, c'était vraiment pas plaisant à voir. Alors après, il faut toujours, comme Yoann le dit, il faut toujours tirer des enseignements positifs. Donc, on a un Racing qui est mal en point depuis le début de la saison, qui cherche à se rassurer. Et qui, ma foi, s'est assis sur les éléments prépondérants, une très bonne mêlée, une très bonne touche. Ils ont quand même grappillé 6 ballons aux Toulonnais qui ont pourtant d'excellents sauteurs avec Esteban Dadi. Et puis qui ont endormi cette équipe de Toulon qui n'a pas été capable de reproduire ses performances des matchs précédents. J'ai trouvé un Toulon vraiment atone, avec une charnière complètement en deçà. Et donc, endormis, ces Toulonnais n'ont rien produit. Alors, comment on endort, comment on arrive à endormir l'adversaire? Ça, c'est une technique. C'est quoi? On met un truc dans la gourde, du chloroforme sur les maillots. Tu l'endors en n'étant pas trop agressif pour pas le rendre agressif et qu'il se réveille. Donc, si le match est par lui-même un peu soporifique, tout le monde dort. Après, ils prennent 2 jeunes aussi. Tu l'endors en le privant de 6 ballons en touche, c'est autant d'attaques avortées. Et puis tu le maintiens chez lui par des coups de pied, par un très bon Le Garec, par un Farrell qui, sans être une lumière aujourd'hui, est de mieux en mieux, je dirais, par rapport à ses prestations précédentes. Mais ce qui m'a gêné, moi, si tu veux, c'est que autant on sentait le Racing préparer des attaques en première main et des phases préparées sur lesquelles ils se sont entraînés visiblement, mais dès qu'on passait sur un 2e ou 3e temps de jeu, c'était la panique, quoi. Derrière, ils se replaçaient pas, ça partait dans tous les sens. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à se trouver et ça me fait peur. Philippe Spanghero, ton regard quand même, Patrick il a raison, ça faisait quand même 3 ans, je vois ça, qu'on n'avait pas vu un 0-0 à la mi-temps d'un match de top 14, Philippe Spanghero. Ouais, non, là c'était un match d'une grande fébrilité, surprenant parce que on s'attendait à une révolte des Toulonnais qui se considéraient un peu volés la semaine dernière. On a parlé des attitudes d'après-match, notamment avec Pierre Mignoni qui a fait son mea culpa, mais donc on attendait vraiment une réaction toulonnaise qui n'a pas eu lieu.
Et du côté du Racing, on sent cette grande fébrilité et ce manque de croyance en son collectif. Alors, c'est étonnant, on en a parlé avec Laurent Travers. Bon, il y a encore l'apprentissage Lancaster qui est arrivé depuis 1 an. Mais c'est vrai que pour moi, cette équipe, elle manque de leaders qui émergent. C'est un sujet qui est assez récurrent du côté du Racing. Pas de leader capable de rassurer le collectif dans des moments un peu compliqués. Et puis surtout, pas de schéma sur lesquels se reposer, comme le disait Patrick, après 2 ou 3 temps de jeu seulement. On sent les individus un peu perdus sur le terrain. C'est vrai que c'est assez inquiétant quand même du côté du Racing, ce manque d'âme qu'on a senti se déliter au fil des saisons dernières. Patrick, est-ce qu'il y a un effet Créteil, entre guillemets, parce que Jackie Lorenzetti arborait un t-shirt We Love Créteil, est-ce qu'il love vraiment Créteil et le stade Dominique Duvauchel avec sa piste d'athlétisme et tout? J'en suis pas sûr, mais bon, il faut bien qu'il fasse de la com pour mettre en valeur ce terrain qui, il faut le reconnaître, nous accueille. Donc, parce qu'on a quand même du mal à être accueillis. On a fait le choix, à raison, d'accueillir les JO, et ça a été une superbe performance de voir la natation dans Paris La Défense Arena. Donc on savait qu'après on en paierait une certaine désorganisation. Et les stades capables de nous accueillir, où ils sont loin, et dans la région parisienne, on n'en a pas. Donc bon, pourquoi Créteil, pourquoi pas Créteil? Mais au-delà de ça, si tu veux, non, je pense pas qu'il y ait un effet Créteil. Ça fait quand même toute la fin de saison dernière où on jouait chez nous à Paris La Défense Arena, où on avait déjà ce problème. Et tu as raison en disant que c'est une équipe qui se cherche, qui n'a pas d'âme. Alors, on ne peut pas critiquer les gens individuellement. Ils s'emploient, ils se blessent, ils suent, ils se jettent dans les combats. Mais en termes d'équipe, on ne retrouve pas, alors c'est pas le bon exemple aujourd'hui, mais on ne retrouve pas l'âme d'une équipe comme La Rochelle, ou Toulouse, ou Bayonne, tu vois, des équipes qui ont vraiment une identité, quoi. Même si La Rochelle aujourd'hui manquait un petit peu d'âme quand même, battue par Bayonne, où se déplacera le Racing à Bayonne le week-end prochain lors de la 7e journée. Voilà, peut-être qu'il faut un petit nœud papillon pour un petit effet nœud papillon, comme du temps où tu étais le capitaine de ces 3 quarts un petit peu fous. Merci Patrick Serrière d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. De rien, les amis. Bonne soirée. Toujours un plaisir de t'avoir et toujours un plaisir d'avoir ton regard très lucide. Alexandre, je crois que tu as envie d'en finir dans cette émission avec un petit qui je suis. Oui, ça va être très simple. Au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. On va faire très vite aujourd'hui. 3 participants. Philippe Spanghero, Johan Huget, François Trio. Vous marquez un point, vous êtes en finale. Ça va être aussi simple que ça. Je suis né à Narbonne. J'ai été formé à Perpignan, où j'ai été d'ailleurs un joueur imminent de cette équipe de Perpignan, puisque champion de France en 2010. Oui. Julien Candelan. Non. Je suis ensuite parti au Leicester Tigers, puis à Toulouse, où j'ai joué de 2015 à 2016. Je suis ensuite allé du côté de Grenoble et j'ai terminé ma carrière à Perpignan. Philippe, j'ai entendu Philippe d'abord. Premier, oui. David Mêlé? Pas du tout. David Mêlé, qualifié en finale. Philippe Spanghero. Philippe, tu n'as pas le droit de répondre à la prochaine question. La deuxième place en finale, ça se joue entre François et Johan. J'ai été formé à Santiago del Estero, mais c'est chez les pros London Irish que j'ai commencé ma carrière. Oui. Et Leguizamon. Ouah, incroyable. Alors là, comment il sort Leguizamon comme ça. Finale. Johan contre Philippe. Il n'y a pas de triche, vraiment chapeau. C'est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai été formé au Pic Saint-Loup. Attends, 2 secondes. Philippe. Oh attends, c'est pas possible. Philippe, on t'écoute. C'est soit Trenduc, soit Je dis Trenduc. Non, ce n'est pas Trenduc. J'ai été formé au Pic Saint-Loup avant d'arriver à Montpellier en 2007. J'ai évolué jusqu'en 2022. Oui, Philippe. Ouedraogo. Pas du tout. Non. Louis Picamol. Et je suis ensuite allé du côté de Perpignan, où je suis toujours un joueur de l'effectif de l'USAP. Johan Huget. Kylian Galetier. Bravo, victoire de Johan Huget. Je sors comme un prince, messieurs, oui. Le Leguizamon, je suis sur le cul. Magnifique. Allez, Philippe. Ouais. Philippe, t'es là?
Elle est partie. Allez. Regarde si t'as encore ton Vélib devant la radio, va, au lieu de faire le mariole. Allez messieurs, on vous salue, bravo à Johan. Qui revient à 21h pour le choc Stade Toulousain Clermont. Avant ça, on retrouve Frédéric Brindel qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Salut, François. Place à votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, le magazine des champions. Quel est le programme ce soir ? Champion du sport au business avec des invités champions multiples médaillés. C'est le cas de Vincent Gérard ce soir. Champion du monde, champion olympique, champion d'Europe de handball, le gardien de but, vous savez, qui a pris le dernier but là, contre l'Allemagne au JO. Il a décidé, parce que ça y est, maintenant fin de carrière, il va ouvrir une librairie à Metz où il vient de s'installer. Merci Frédéric. Ben ouais, c'est intéressant de parler des handballeurs et de leur vie aussi à côté. On vous retrouve donc juste après les infos sur Sud Radio.